Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission du Journal d'une maman. Nous allons parler aujourd'hui de boulimie et d'anorexie. Et j'ai l'honneur de recevoir pour cela Madame Véronique Sanchette. Bonjour Véronique. Bonjour. Véronique, vous avez 47 ans, vous êtes infirmière, diplômée d'État et vous avez également un DIU de troubles des comportements alimentaires. Vous avez décidé de créer l'association Anorexie et Boulimie 13 en janvier 2018. Donc c'est une association qui a presque un an. Ouais. Donc nous allons parler de ce sujet assez lourd, donc la boulimie et l'anorexie. Alors il y a celles qui ne veulent plus manger et celles qui se remplissent de nourriture et bien souvent ce sont les mêmes personnes. Alors les troubles du comportement alimentaire, anorexie et boulimie sont particulièrement complexes à comprendre et à soigner. Est-ce que vous pouvez nous dire, Véronique, qu'est-ce qui vous a donné l'envie de créer cette association et quel est aussi votre parcours auprès de votre fille? Vous allez nous expliquer anorexique et boulimique. Donc en fait, pour commencer, j'étais pas du tout prédestinée à m'occuper d'anorexie, de boulimie ou de troubles du comportement alimentaire. C'était quelque chose que je voyais dans les magazines mais qui ne m'intéressait pas plus que ça, comme la plupart des gens je pense. Et puis l'anorexie est rentrée dans notre famille, ma fille est tombée malade, elle avait 13 ans. Et puis elle a été prise en charge par des soignants qui étaient super, mais qui n'étaient pas formés aux troubles alimentaires. Et du coup, on a perdu beaucoup de temps dans la prise en charge. Et la maladie a évolué comme souvent dans ces maladies-là, avec l'apparition de crises de boulimie. Et donc ça fait 8 ans, et maintenant je peux dire que ma fille est en train de s'en sortir et que je suis très fière d'elle et du parcours qu'elle a fait. Et ce parcours-là, peut-être aurait été plus court si j'avais pu avoir la chance de rencontrer des parents qui avaient vécu la même chose, qui acceptaient d'en parler sans honte. Et puis si on avait pu rencontrer des soignants formés au TCA. Maintenant je sais qu'il y en a, mais à l'époque je ne savais pas. Pourtant j'ai fait des recherches sur internet, j'ai lu, mais voilà. Et du coup, comme je suis donc infirmière, comme vous l'avez dit à la base, je me suis dit qu'il y avait certainement quelque chose à fouiller. Je voulais comprendre cette maladie qui avait détruit la jeunesse de ma fille, qui l'a empêchée d'avoir une jeunesse normale, qui nous a mis nous dans une situation en tant que famille assez compliquée. C'est pas facile de gérer sur le plan affectif, sur le plan du travail, sur le plan de l'inquiétude, parce que c'est des maladies où l'idée de mort est omniprésente. Voilà, c'est difficile de gérer les autres enfants, de gérer le reste de la famille, les amis qui ne comprennent pas. Nous, on est famille recomposée, donc ça ajoute une difficulté supplémentaire. Mais aussi beaucoup de joie en plus, beaucoup de joie et beaucoup d'amour en plus, donc voilà. Et du coup, en tant qu'infirmière, je me suis formée, je me suis dit il doit y avoir des formations là-dessus, c'est pas possible. Et du coup, j'ai trouvé un diplôme, j'ai cette chance d'avoir cette double casquette de maman et d'infirmière. Et du coup, je me suis formée en me disant si tu comprends la maladie, tu aideras mieux ta fille à avancer sur son chemin de vie, son chemin dans la maladie, son chemin tout court, quoi. Et de fait, comprendre, connaître les mécanismes, savoir qu'il existe des soignants formés, ça nous a aidé, moi, à évoluer beaucoup, ma famille aussi, et ma fille énormément aussi, parce que j'ai compris qu'il fallait que je sorte, moi, en tant que maman, de la culpabilité, et qu'il fallait que je fasse confiance à ma fille aussi. Un jour, elle m'a dit « Tu n'es pas moi et je ne suis pas toi ». Et en tant que maman, ça a été difficile à entendre parce que j'avais l'impression, pendant des années, j'ai eu l'impression que je savais mieux qu'elle ce qui était bon pour elle. Et elle a eu la force un jour de me le dire, et j'ai peut-être eu la capacité de l'entendre aussi. Mais du coup, ça a été pour moi un déclic, et je me suis dit oui, c'est sa vie à elle, je dois être là pour l'accompagner comme n'importe quelle maman, comme n'importe quel parent peut accompagner son enfant dans n'importe quelle maladie. Et la maladie, c'est un mal qui dit quelque chose.
Et je me suis dit que peut-être, voilà, à travers cette maladie, ma fille elle avait quelque chose à nous dire, qu'elle était différente de ce que j'avais pu attendre dans le modèle que j'avais, moi, de vie, de famille. Et donc, du coup, après tout ça, maintenant que ma fille est en train de sortir de tout ça, qu'elle garde des fragilités, mais en fait, maintenant, je sais qu'elle garde des fragilités comme nous tous. On garde des fragilités, on a tous des failles, on a tous des casseroles, on a tous des joies et des peines dans la vie. Et espérer avoir une vie remplie uniquement de bonheur, c'est utopique. Et la société nous met une pression énorme là-dessus. Il faut être brillant, beau, avoir de l'argent, avoir une belle vie, heureuse, poster des belles photos sur les réseaux sociaux. Et en fait, c'est pas ça la réalité de la vraie vie. Et voilà, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Est-ce que maintenant que ma fille va mieux, voilà, je me dis, j'ai plus rien à faire de tout ça, que les autres se débrouillent. Et puis, moi, j'avais besoin de donner du sens à tout ça. Donc, l'idée, au moment où j'ai passé mon diplôme universitaire sur les troubles alimentaires, j'ai rencontré des gens formidables, autant soignants que des gens qui intervenaient en tant qu'association, dont un monsieur sur Nantes qui avait monté une association. Et je me suis dit, bon, je vais faire ça aussi. Bon, je pensais pas que ça allait être aussi compliqué, parce que monter une association, quand on est bénévole, c'est un peu compliqué, mais en même temps, c'est tellement riche, on rencontre tellement de gens qui sont dans le besoin, qui ont envie d'aider, qui n'ont pas forcément connu ce genre de problème, mais qui ont envie de donner. Et c'est une idée de partager. Chacun donne ce qu'il peut donner, du temps, des compétences. On partage les souffrances, on partage les joies, on suit l'évolution de tout le monde. Voilà, on partage la vie, la vraie vie en fait. C'est très chouette, c'est très très chouette. Est-ce que vous savez comment, maintenant avec le recul et un peu tout ce que vous avez étudié sur cette maladie, est-ce que vous savez pourquoi votre fille a déclenché cette maladie? Je sais pas si... Oui, moi je sais. Enfin, je sais. Il y a eu un élément déclencheur, mais... beaucoup de soignants... Alors moi, je ne suis pas une soignante sur les troubles du comportement alimentaire. Je me suis juste formée. Donc en aucune manière, je suis infirmière, ce qui m'a donné la possibilité de me former. En aucune manière, je ne me prétends soignante en troubles du comportement alimentaire. Donc ce que je dis, c'est uniquement ce que j'ai retenu, mon expérience, et ça m'est personnel. Je ne suis pas sûre, une fois qu'on sait pourquoi, et qu'on reste que là-dessus, ça ne fait pas avancer le schmilblick en fait. Donc oui, il y a eu un élément déclencheur pour ma fille, il y en a souvent, mais pas toujours, ou en tout cas pas de manière formelle. Alors beaucoup d'enfants rentrent dans les troubles alimentaires suite à un décès, suite à un traumatisme, un viol, des attouchements, des remarques à l'école blessantes. Ce sont des enfants hypersensibles, qui ont une sensibilité vraiment exacerbée, et ce que n'importe quelle personne accepterait d'entendre, ça glisserait comme de l'eau sur le plume d'un canard. Là non, ça touche en plein cœur, et ça révèle une faille préexistante. Ce sont des enfants qui ont très peu confiance en elles. La majorité, ce sont des filles, 90% des patientes sont des filles. Donc, la jeune population est principalement impactée. On commence à voir quand même des troubles alimentaires chez des personnes plus âgées, des adultes, mais la majorité, ce sont quand même des jeunes enfants, des jeunes adolescents. Alors, on parlait d'anorexie et de boulimie, donc ça va ensemble. Quel est le quel est le comportement d'une ado ou d'une enfant ou d'une jeune fille anorexique? C'est important de dire ça pour que les parents puissent se dire, voilà, et est-ce que ça veut dire qu'elle est anorexique ou non? Alors, le petit régime qui pourrait, que beaucoup de jeunes filles ou jeunes femmes font, est souvent un élément déclencheur.
Donc tant que c'est un petit régime qui est cadré et que ça ne va pas plus loin que la perte de quelques kilos, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Mais à partir du moment où à ce régime se rajoute une hyperactivité physique, l'enfant, on va dire l'enfant pour globaliser, hein, mais ça dérive sur plusieurs âges, l'enfant se coupe de ses amis, du cercle social qu'il avait. Quand la perte de poids est vraiment très importante et que physiquement on s'en rend compte, moi j'ai mis du temps à m'en rendre compte, parce que quand vous voyez votre enfant maigrir au départ, il maigrit oui, mais la vie elle est là autour, donc c'est très bizarre. C'est pas que moi je n'étais pas dans le déni, c'est juste que je n'ai pas vu à quel point ma fille a maigri. Ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'à un moment elle voulait gérer les repas. Elle faisait beaucoup à manger, elle voulait faire les courses, elle préparait beaucoup de gâteaux, donc tout le monde a grossi sauf elle, parce qu'elle les préparait mais elle ne les mangeait pas. Bon, maintenant j'en souris, mais sur l'instant c'était... Après, les images que l'on connaît de l'anorexie, c'est la personne qui va ne pas manger ce qui est dans son assiette, trier. Alors au début, ça va être on supprime le gras, puis le sucre, puis après on restreint les quantités de légumes, même d'eau. Elles ont parfois peur que l'eau les fasse grossir, ou à l'inverse, pour lutter contre la faim, parce qu'elles ont faim. C'est pas qu'elles n'ont pas faim, elles ont faim, mais elles luttent. C'est une lutte incessante contre cette faim, et du coup elles boivent beaucoup. Après les repas, si repas il y a, mais même sans repas, c'est une hyperactivité physique. Et du coup, tout ça, c'est des éléments qui doivent alerter les parents. Si l'enfant est encore petite, parce qu'il y a des anorexies maintenant qui se déclarent vers 8-9 ans, l'importance du carnet de santé et de la courbe de taille et de poids, malheureusement, il y a plus grand monde qui le fait, mais repérer la cassure au niveau de la courbe du poids, qui entraîne en général l'arrêt de la prise de taille, parce que tout est lié. Hein. Et après, quand la perte de poids est vraiment importante, l'enfant a toujours froid, les mains sont très froides, les cheveux tombent, les cils tombent, et il y a un phénomène assez impressionnant, c'est l'apparition d'un duvet sur les bras ou sur la colonne vertébrale, parce qu'en fait le corps est bien fait, et quand le corps a froid, le corps fait en sorte de produire quelque chose pour se réchauffer, et donc il y a un duvet qu'elles ont du mal à accepter, hein, parce que c'est assez stressant de voir son corps se transformer comme ça. Et, voilà, donc après, là où c'est le plus flagrant quand même, c'est quand votre enfant, soit il flotte dans ses vêtements, alors que les vêtements ne flottaient pas, ou quand vous allez changer la garde-robe plusieurs fois dans la même année parce que le poids ne fait que baisser. Et puis l'enfant, la diminution de l'alimentation entraîne un phénomène qui est que le corps se met en mode réserve, et donc il n'y a plus de communication possible avec votre enfant. C'est-à-dire qu'il est comme absent de la famille, absent à lui-même, tout en étant là, il n'est pas là. C'est comme un fantôme. Et, c'est arrivé à un certain stade de dénutrition, hein, mais ça c'est... J'espère que les parents qui nous écoutent se rendront compte que leur enfant est malade avant ce stade-là. Mais si on a le moindre doute, il faut consulter de suite. Il ne faut pas se dire ça va passer, ça va pas passer. Au pire, un soignant formé vous dira non, c'est pas ça. Pas nous, parents, de faire un diagnostic, on n'est pas là pour ça. Mais par contre, il faut s'inquiéter. Si son enfant a de la fièvre, quand il est petit, on l'amène chez le médecin. Là, c'est pareil. Est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous pensez réellement qu'est-ce qui a vraiment sauvé votre fille? Alors, en toute modestie, l'amour qu'on lui a porté, le fait de toujours croire en elle. Je pense qu'elle a une force intérieure aussi très importante. Ce sont des enfants qui ont... Comme si ces enfants aspiraient à une autre vie. C'est Patrick Poivre d'Arborg qui avait écrit un livre sur sa fille Solène,
elle n'était pas d'ici. Mais c'est ça, en fait. C'est vraiment ça. Et c'est pour ça que je dis que ma fille, elle est magnifique, parce que toute cette souffrance qu'elle s'est infligée, c'était pour dire quelque chose et qu'elle n'arrivait pas à dire autrement. C'était pas pour nous embêter, c'était pas une crise d'adolescence, c'était pas du caprice, c'était pas de la méchanceté, c'était pas de la manipulation. Moi, je suis contre cette idée de manipulation que même certains parents, c'est l'idée que certains soignants et certains parents emploient. Parce que pour moi, la manipulation, c'est je manipule l'autre, mais je me moque de savoir si ça lui fait mal ou pas. Ce que je lui fais faire. Alors que dans les troubles du comportement alimentaire, les personnes malades culpabilisent de faire du mal à leurs proches. Et tout ça, c'est parce que je me suis informée, que je le sais, parce que sinon je serais encore dans cette idée de elles sont manipulatrices. Et moi, c'est une idée qui me révolte. C'est vraiment, je veux dire aux parents que leur enfant est en souffrance, quel que soit le trouble du comportement alimentaire, c'est juste pour exprimer une souffrance. Il faut arriver à trouver laquelle, il faut arriver à trouver comment les aider à en sortir ou à l'exprimer différemment, mais c'est juste le sommet de l'iceberg. Et du coup, focaliser uniquement sur le trouble alimentaire, les soignants vous diront que ça ne sert à rien. Amener son enfant qui souffre d'un trouble alimentaire uniquement chez un nutritionniste, une diététicienne, ça ne sert à rien. Le trouble alimentaire, il est là pour dire j'ai mal, je suis pas bien, je trouve pas ma place. Enfin, c'est quelqu'un qui en souffre qui pourrait vous le dire mieux, mais voilà. Moi, quand j'ai compris que c'était une souffrance, ça a été une révolution pour moi dans la manière de voir tout ça, et je me suis dit si elle souffre, alors là je peux l'aider. Alors, votre association, il y a une ligne téléphonique. Oui. Le 0810 037 037, alors ça, qui est un service anonyme. Alors ça, c'est une ligne nationale. Nationale, oui. Ça, c'est une ligne nationale parce que Paris est bien sûr en avance sur nous. Et du coup, Paris est en avance sur nous. Et du coup, eux, ils ont fait un grand chemin par rapport à tout ça, avec la maison de Solène. D'accord. Donc, la ligne nationale, c'est quand même important de la donner. Bien sûr, 0810 037 037, qui est un service anonyme. Tout à fait. C'est un service anonyme. Il y a des spécialistes qui répondent aux questions, des psychologues, des médecins. Et aussi des associations de famille. Et nous, on a pris aussi une ligne téléphonique. Qui est le 07 61 47 73 40. Donc ça, c'est la ligne téléphonique Association Anorexie Boulimie 13. Voilà. Pourquoi 13 ? Parce que les Bouches-du-Rhône, parce qu'on est ici. L'idée, c'est d'avoir une certaine visibilité. Donc en tapant 13... Voilà, nous on est sur Aix-en-Provence, mais j'ai des appels, on a des appels de partout, mais même du 06, du 83, du 05, du 04. Il n'y a pas d'autres associations en PACA, en tout cas que je sache. Donc si quelqu'un... Moi je rêve que quelqu'un me dise, mais non, pas du tout, on est là pour travailler ensemble. Alors il y a une association qui a été montée par une professionnelle il y a 2 mois, qui s'appelle l'association Encore, qui est sur Gardanne. C'est une psychologue qui l'a montée avec une patiente. On va essayer de travailler avec eux. L'idée, c'est de mutualiser les connaissances, les compétences, les réseaux. Et c'est aussi de mettre en lien les professionnels, parce que maintenant que je cherche, je sais qu'il y en a, mais ils ne sont pas forcément en réseau parce qu'ils n'ont pas le temps. Et l'idée, c'est ça, c'est les mettre en réseau pour que les familles et les malades puissent être pris en charge de suite, dès que c'est décelé. Si plus la prise en charge est précoce, et plus la guérison est rapide, comme dans toute maladie. Donc, voilà. Véronique, merci beaucoup. Je rappelle qu'on peut retrouver l'association Anorexie Boulimie sur le site internet. Alors, le site internet qui sera http anorexiboulimie13.com, la page Facebook aussi. Ouais. Donc voilà, et nous sur la page du journal du maman, nous allons partager les informations pour que l'on puisse vous joindre également. Si j'ai juste 2 secondes, c'est pour dire que s'il y a des parents bénévoles qui souhaitent s'investir sur Marseille
pour créer des groupes de parole, parce qu'on fait des groupes de parole une fois par mois sur Aix-en-Provence. Et on a commencé sur Marseille, mais on a besoin de parents qui voudraient s'investir ou de malades qui s'en sont sortis et qui peuvent témoigner que bah oui, on s'en sort, qu'ils n'hésitent pas à nous contacter et on est preneur de toutes les bonnes volontés. Merci beaucoup en tout cas Véronique. À très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.